Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 228e épisode le 11 mai 2021. Nous allons parler encore un peu espace avec la chute non maîtrisée de la fusée chinoise, des avancées de Blue Origin, la filiale Amazon dédiée à l'espace, de SpaceX aussi, mais aussi de Dogecoin, dont le cours est aussi capricieux que les fantasques prises de parole du grand gourou de la crypto-monnaie, Elon Musk. On fera ensuite le point sur les pénuries du moment. On avait déjà la pénurie des composants. Le Chia, vous l'avez entendu dans le dernier épisode, risque d'amener une pénurie de disques durs et on s'orienterait maintenant sur une pénurie des batteries. Oups. L'incontournable séquence du moment, c'est celle du procès Epic Games contre Apple. On va faire le point à ce sujet, on pourra peut-être même parler un peu de jeux vidéo si on a le temps. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que sont les livres aux bibliothèques, ce qu'est le clic gauche à la souris pour les droitiers et le clic droit pour les gauchers. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, salut, voilà, c'est le truc qu'on utilise tout le temps, donc qu'on oublie peut-être un petit peu, qui a l'air un petit peu chiant comme ça, mais quand même, on connaît bien. On se rend plus compte à quel point un truc aussi simple est aussi crucial. Oui, les livres comme ça, je sais que c'est un petit peu has-been les livres maintenant, tu vois, mais il y a un contact aussi, c'est sensuel. J'arrive plus, moi, à lire sur numérique. J'en reparlerai dans d'autres sphères. Je me fais vieux, Guillaume. Bon, en tout cas, Sam DevTech a écrit une évaluation sur Apple Podcast. Et quelle évaluation! Il nous dit un très bon podcast où les deux Guillaume nous offrent un regard pragmatique sur la technologie. Vous évitez tous les écueils de la com tellement à la mode pour nous ramener à la raison. Car oui, la technologie est un outil et elle doit faire avancer l'humanité plutôt que de la cajoler. Merci pour votre discours terre à terre, mais sain et hors de tout propos commercialement caricatural. En ne nous vendant pas la technologie, vous nous permettez de l'apprécier, continuez longtemps et je vais de ce pas vous rejoindre sur Patreon pour vous aider. Merci beaucoup Sam pour cette belle évaluation Apple Podcast. De mémoire d'avis Apple Podcast, c'est un des plus enthousiasmants je trouve. À vous de relever le challenge et de faire des avis Apple Podcast encore plus enthousiasmants ou évidemment Podcast Addict, partout là où vous pouvez laisser des avis à l'attention des podcasts. Au passage, Guillaume, on doit aussi mettre à l'honneur nos poditeurs premium qui ont décidé de soutenir Tech Café. Je vais citer Connie, Samuel Oran, Sylvain Boulanger et Pascal Gasset ou Gasser. Merci énormément à vous. Ils vont profiter du flux privé du podcast, garantie sans pub, accéder aussi au chapitrage des épisodes, mais aussi aux notes des émissions avant leur enregistrement. Il faut passer par Discord. Normalement, tout est expliqué sur Patreon. Et puis, évidemment, ces soutiens font également partie de ceux qui peuvent se satisfaire de garantir la pérennité de Tech Café. Bravo à vous. Et si vous voulez faire comme eux, rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, à l'adresse patreon.com/techcafé. TECHCAFE pour avoir toutes les explications et puis allez au moins jeter un coup d'œil, même si vous n'êtes pas encore peut-être sûr à 100% de vouloir soutenir l'émission, au moins vous verrez que c'est présenté assez simplement, vous pourrez vous rendre compte à quel point c'est simple de vous inscrire. C'est patreon.com/techcafé et le lien est bien évidemment dans les notes de l'épisode. Guillaume, sans autre forme de procès, on va aborder nos news de la semaine, à commencer par des petits échos, des petites continuités de nos précédents épisodes, parce que un morceau de fusée chinoise devait arriver sur Terre, était un peu laissé à l'abandon. On craignait un petit peu que ça arrive, alors on a de la chance parce que sur Terre, comme son nom ne l'indique pas, on est recouvert d'océan, donc la probabilité que ça tombe sur des terres est plutôt faible. La probabilité pour que ça tombe sur le coin de notre tronche, Guillaume, est encore plus faible, mais quand même ça méritait d'être surveillé de près, et ça tu l'as fait pour nous. Oui, si on veut, tu veux que la dernière fois, j'ai parlé de l'expertise spatiale chinoise qui ne cesse de croître, donc j'ai l'air un peu con. En fait, c'est vrai. C'est l'exception qui confirme la news. L'expertise, elle croit, il y a quand même un rover martien qui devrait se poser ce mois-ci, qui s'appelle Chuang. Mais bon, c'est vrai que ce qui est devenu évident cette semaine, c'est quand même la surprenante décontraction de la CNSA, donc la NASA chinoise, avec cette espèce de gros morceau de fusée, donc la fusée Longue Marche, qui devait nous retomber dessus. En fait, la fusée Longue Marche, elle se sépare pas comme les autres, et le premier étage monte jusqu'en orbite, et après, il retombe, soit il reste comme ça en orbite, et donc ça emmerde tout le monde, soit il retombe au hasard.
Et la CNSA, globalement, elle a dit, bah, c'est pas grave, faut pas paniquer, de toute façon, il y a peu de choses que ça vous tombe sur la gueule, hein. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas SpaceX, la CNSA, hein. Donc leur bout de fusée a absolument aucun propulseur, et il tombe n'importe où. En fait, il devait tomber n'importe où entre les latitudes 41.5 nord et 41.5 sud. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau dans cette bande, hein, c'est vrai. Mais bon, déjà, c'est pas sympa pour les dauphins, hein, qui pourraient en avoir marre et organiser une révolte contre l'humanité, je les comprendrais. Et bon, cette bande, elle est grosse, hein, il y a quand même toute l'Afrique, toute l'Australie dedans, il y a la moitié des États-Unis, il y a l'Europe du Sud, il y a un morceau de Chine aussi d'ailleurs. Et donc, la moitié de la planète a attendu un petit peu tout le week-end de savoir qui allait se prendre les 18 tonnes du bout de fusée Longue Marche 5B, et finalement, c'est arrivé près des Maldives, après être rentré dans l'atmosphère au-dessus de la péninsule arabique, hein, donc le plus gros a brûlé quand même en tombant, et quand même des bouts qui ont survécu pour tomber dans l'océan, donc c'est tombé dans l'océan par pure chance, parce que c'est pas comme si les Chinois avaient calculé quoi que ce soit en fait, bon. Donc sans trop le dire directement, je pense que la NASA et à peu près tout le monde en fait est assez furax. Donc la Chine fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas la seule, hein, parce que Elon Musk est passé au Saturday Night Live. Et oh là, mais quelle histoire! Il faut vraiment qu'on s'attarde sur ce sujet, effectivement. Il a fait son Salut les musqués, exactement. C'est vraiment ça, quoi. Alors, je sais pas si t'as vu des morceaux, au moins, de ce truc. Bien sûr, je suis allé voir des extraits, bien évidemment. Ouais, je pense que c'était un petit peu l'événement qui faisait le buzz de ce dimanche, chez nous, en France, en tout cas, au moment où on pouvait le regarder. Écoute, j'ai vu des extraits, et je n'arrêtais pas de me remémorer toutes ces prises de parole qu'avait Elon Musk en disant que, en gros, il avait pas le temps de dormir, quoi. Il bosse trop, il passe trop de temps à travailler, à développer Tesla, à développer SpaceX. Il a beaucoup trop de boulot, et je me suis rendu compte du temps qui a été probablement nécessaire pour la préparation de tous ces contenus qui ont été diffusés samedi. J'étais atterré. Vas-y, raconte-nous. Après un monologue introductif où Elon annonce qu'il a le syndrome d'Asperger, ce qui explique bien des choses finalement, il a aussi participé à au moins 8 sketchs qui vont du plutôt marrant au franchement malaisant quand même, hein. Parce que Elon Musk en Wario, j'ai pas pu. Franchement, en producteur islandais non plus, j'ai pas pu. Je soupçonne que c'était pas les scènes les mieux écrites non plus d'ailleurs. Bon, globalement, Elon s'est bien amusé, hein. Mais c'est fait, c'est quand il joue son propre rôle qui est... et son propre rôle, finalement, c'est celui de Sheldon Cooper. Bon, un Sheldon milliardaire et quinquagénaire, mais c'est Sheldon quand même, hein. Et là, ça passe pas trop mal. Donc Elon s'amuse avec sa propre image. Donc il a un cheval électrique, je sais pas si t'as vu dans la parodie de western, il veut creuser des tunnels, il joue son propre rôle dans une situation sur Mars, là c'est dans le Shadow de Mars, qui est peut-être la plus rigolote finalement. Donc tout ça c'est quand même un gros et bon plan marketing, parce que tu penses que tu dis ça a pris du temps, oui, mais c'est aussi un investissement, parce qu'il promeut simultanément ses marques et sa personne, hein. Enfin sa personne, sa persona en tout cas. Mais voilà, parce que le Elon de culture pop, finalement, qui est créé sur Internet, hein, il se matérialise là, et il se renforce, finalement, sur le plateau du SNL. Et tous ces Elon plus ou moins fictifs, ils se mélangent à la réalité de manière parfois troublante, quand même. Parce que bon, par exemple, Elon a fait un court sketch dans lequel il joue le Dodge Favor. Dodge Father, c'est-à-dire le père du Doge, quoi, hein, du Dogecoin, et donc c'est un crypto évangélique, hein, un crypto évangéliste du Dogecoin. Et donc les présentateurs lui demandent répétitivement, hein, parce que c'est ça le ressort comique, mais en fait c'est quoi le Dogecoin? Et Dodge Favor répond des banalités, hein, c'est une crypto née comme même, blablabla. Et ça convainc personne jusqu'à ce qu'il lâche, c'est un truc que vous pouvez trader entre vous et vendre pour de la monnaie réelle. Ce à quoi le gars répond, c'est une fraude. Et là, tout le monde rigole. Et Musk confirme, c'est une fraude. Hustle, il dit. Et donc, le cours réel du Dogecoin a chuté de 0,6 à 0,3 $ entre le 8 et le 9 mai. C'est une monnaie qui, de toute façon, en janvier, valait même pas, enfin, je crois, moins d'un cent. Et pratiquement rien en 2020. Donc, le plus fort, c'est que, pourtant, depuis, SpaceX a annoncé accepter les Dogecoin comme Tesla accepte les Bitcoins. Et il y a mieux que ça, un satellite payé exclusivement en Dogecoin va partir début 2022 pour la Lune. Ce sera un CubeSat d'observation, hein, ce sera un satellite qui s'appellerait le Doge 1. Il sera lancé par Geometric Energy Corporation, c'est une boîte canadienne qui fait plein de choses. D'après LinkedIn, elle fait tellement plein de choses que ça est vraiment très bizarre, puisque ça va de la cybersécurité aux technologies médicales, en passant par le secteur de l'énergie, de la défense, de l'espace, rien que ça, ils ont 20 employés. Bon, honnêtement... Je sais plus où commence ni où finit cette blague, hein. Depuis le Dogecoin a remonté un peu, puis redescend doucement. Cette comédie autour du Doge commence à me gonfler, vraiment en fait, parce que le Dogecoin, faut revenir quand même aux fondamentaux, hein. C'est une crypto qui a tous les inconvénients du Bitcoin et qui n'a pas les avantages, puisque c'est une monnaie qui est beaucoup moins étudiée, qui a reçu beaucoup moins de travail aussi, de recherche et de travail tout court, quoi. Et avec un réseau qui est plus petit, c'est une monnaie qui est moins sécurisée, donc en gros... Elon fait la promotion d'un truc qui est encore moins bon que le Bitcoin. Et il faut pas oublier qu'en attendant, les gens minent.
Des gens minent toujours, hein. De toute façon, pour un certain nombre de personnes, il n'y a que la rentabilité qui compte, rien d'autre. Je me risquerais pas à estimer la proportion de gens pour lesquels le coût humain ou environnemental, ils s'en battent les couilles complètement, face à la possibilité de faire du fric rapidement, mais elle est non négligeable, cette proportion. Enfin, je veux rester positif, donc je vais pas... bon, mais elle est non négligeable. Et pour illustrer ça, il suffit de voir le cas de la centrale de Greenwich, qui est dans l'état de New York, à Dresden. C'est une centrale qui est abandonnée. Oh, c'est dommage, alors qu'elle peut quand même alimenter 28 500 machines à Bitcoin, avec une capacité de 85 MW. Pas une surcapacité, une capacité. Et c'est pourquoi Atlas Holdings s'est dit, pourquoi donc pas faire une centrale à gaz autofinancée qui soit tout simplement aussi une mine de Bitcoin? Quel génie! Et en plus, ça crée 12 emplois. C'est pas incroyable, ça? Bon, soyons clairs, en tant que centrale qui alimente des maisons ou des entreprises, elle est absolument pas rentable. Il y a des centaines de milliers de tonnes de CO2 issues de la combustion de millions de tonnes de gaz qui ont été obtenues par fracturation hydraulique, au passage, c'est pertinent que parce qu'ils alimentent une montagne d'ASIC et pas du tout les maisons autour. Mais bon, c'est pas fini, vous inquiétez pas, il y a une trentaine de centrales dans l'état de New York qui pourraient être réorientées, c'est quand même fantastique. Et croyez pas que le Dogecoin soit plus efficace que le Bitcoin, hein. C'est pas le même algorithme, mais c'est exactement la même chose au final. C'est Proof of Work pareil. Si son réseau consomme moins, c'est juste qu'il est beaucoup plus petit, mais vous inquiétez pas, il grossit à vue d'œil, évidemment, avec ce genre de conneries. Donc, star de la télé ou pas, Elon me gonfle, Jack Dorsey aussi, en passage, me gonfle, mais pendant ce temps, écoute, SpaceX, ça va pas mal, hein. SpaceX bat un record de réutilisation. Si on revient un peu à l'espace, hein, il y a un premier étage de Falcon 9 qui a été réutilisé pour la 10e fois, en envoyant d'ailleurs 60 nouveaux satellites Starlink, donc c'est quand même une vraie réussite pour SpaceX, hein. Et tout ça comme le test aussi du 15e proto-Starship, SN15, qui n'a pas explosé, non, il a juste pris feu, mais un tout petit peu, bon, pas beaucoup. Donc SN15 a décollé, il s'est élevé comme prévu, il a réatterri comme prévu, hein. Il y a un petit incendie qui s'est déclaré à la base de la fusée après l'atterrissage, mais bon, c'était pas énorme et tout était fini en 20 minutes, donc on sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais ça a pas l'air si grave, surtout par rapport à d'habitude. Donc ça avance dans le bon sens, hein. C'est aussi une bonne nouvelle pour la NASA. Mais ça, c'est si la plainte de Blue Origin ne remet pas tout en question, bien entendu. Ouais, on va parler un petit peu de Blue Origin juste après, mais juste pour nous attarder sur ces crypto-monnaies et surtout cette utilisation du Dodge. Alors au passage, je le prononcerai donc définitivement maintenant Dodge parce que Elon Musk lui-même le prononce comme ça, donc je veux le prononcer comme ça. Et puis tu sais, on avait discuté sur la prononciation, la référence au chien Dogecoin. Bon, moi je suis rassuré parce que c'est la même ambiguïté de prononciation que le GIF et j'ai décidé depuis très longtemps que je prononcerais GIF. Donc tu vois, tout ça est très cohérent. Bon. Mis de côté cet aspect de la prononciation de ces sujets qui est au fond pas très très importante, je me pose quand même la question de ce que font les États maintenant, les gouvernements, parce que dans un premier temps, on a parlé des crypto-monnaies et de leur nature décentralisée, c'est-à-dire que, et Elon d'ailleurs le dit lui-même quand il joue à l'interviewer sur le sujet, que en gros par définition, ce sont des monnaies qui ne sont pas gérées par des banques centrales de pays et qui sont forcément décentralisées et qui sont gérées un peu de pair à pair. Bon, dans un premier temps, il y avait un peu cette curiosité et puis cette forme d'envie de justement avoir une économie qui s'affranchit des banques centrales et qui fonctionne de manière beaucoup plus confidentielle. Et la proposition de départ, elle est intéressante et j'imagine que les gouvernements ont regardé ça d'un œil un peu curieux, sous l'angle de l'innovation et puis surtout en prenant avec beaucoup de respect ce qui pouvait être considéré comme une innovation technologique. Bon, c'était jusque-là, mais quand on voit la tournure des choses, quand on voit tout accumuler, le cours du Bitcoin en soi, le fait que le Dogecoin, la seule raison pour laquelle cette monnaie fonctionne, c'est parce qu'elle est partie de très très bas et que ce qu'Elon Musk a mis en place comme opportunité autour du Bitcoin en le faisant gonfler, il l'a fait avec une monnaie qui est partie de très 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 bas, sur laquelle il avait probablement pris de nombreuses positions et donc il a créé artificiellement beaucoup de valeur. Mais que font les États, en fait? Moi, c'est un peu la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va attendre 20 ans d'avoir des systèmes qui ont été complètement pourris par ces fonctionnements pour voir les États réagir? On voit que les États ont pris vachement de retard sur la régulation des contenus, des plateformes sur les réseaux sociaux, mais que font les gouvernements, en fait, autour de ça? Moi, je trouve qu'il y a la curiosité technologique qui est fascinante, qui est très intéressante, mais est-ce que tu crois pas que là, ça y est, il serait pas temps d'appuyer sur le bouton et de commencer à bosser sur le sujet pour les gouvernements? Les gouvernements, ce qu'ils font en général, c'est de ces deux trucs, ils peuvent attaquer sur deux fronts, contre-attaquer plutôt, c'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent réguler la crypto-monnaie en la considérant comme telle, c'est-à-dire comme un avoir financier qui doit être donc soumis aux mêmes choses, c'est-à-dire à l'imposition, même régulation, à la même transparence surtout que les monnaies, que les transactions financières normales. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs
pas forcément on n'en a pas forcément vraiment conscience, mais le Bitcoin, quand vous utilisez du Bitcoin, en fait, c'est absolument pas anonyme. Parce que, je veux dire, il existe des sites qui sont faits pour blanchir le Bitcoin. Or, le Bitcoin, c'est censé être une monnaie anonyme, hein, c'est ça dans l'équation collective, c'est une monnaie qui... Alors qu'en réalité, non, ce qu'il y a dans le registre du Bitcoin, dans cette blockchain, évidemment, il n'y a pas votre nom, il y a le numéro de votre portefeuille. C'est vrai. Sauf que pour échanger du Bitcoin, pour le trader, vous passez par quoi? Vous passez par des bourses. Et ces bourses, pour qu'elles soient légales, pour qu'elles puissent fonctionner en général dans les pays où elles sont, elles doivent se renseigner sur vous. Elles doivent savoir qui vous êtes. Je t'arrête sur cette explication qui me passionne. Aujourd'hui, moi, je sais que les pirates, ceux qui nous déposent des applicatifs qui nous chiffrent nos données sur nos disques durs et qui nous demandent de l'argent, donc les ransomware, moi, je pensais justement qu'ils aimaient être payés en Bitcoin parce qu'ils étaient plus durs à retrouver. C'est pas vrai? Alors, c'est vrai, mais c'est pas vrai directement. C'est-à-dire que si vous faites rien, vous qui allez sur Binance ou ce que vous voulez, hein, sur un truc, si vous voulez trader de la crypto-monnaie et ensuite l'échanger contre du pognon, vous devez envoyer vos coordonnées bancaires et votre identité. Et les banques, enfin les banques de Bitcoin comme les banques comme toutes les autres en fait, les places de marché de crypto-monnaie, elles sont assujetties à énormément de règles aujourd'hui. Et donc ça veut dire que si vous êtes un malfaiteur, vous allez devoir utiliser des adresses Bitcoin. Ces adresses Bitcoin, après, il faut les mélanger, en fait. Il faut mélanger les trucs. C'est-à-dire, il y avait un truc qui s'appelait Bitcoin Fog. C'est les mêmes réflexes que pour le blanchiment d'argent traditionnel. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui s'appelait Bitcoin Fog qui est tombé récemment, qui avait pignon sur rue pour ça. Parce qu'en fait, il prenait les adresses Bitcoin et il anonymisait les transactions Bitcoin. Alors, comment il faisait? Il mélangeait tout. Il prenait plusieurs adresses, il mélangeait tout, il faisait plusieurs trucs, plusieurs sauts, si tu veux, dans la blockchain, pour essayer de randomiser le tout, si tu veux, bon. Et donc, il y avait ces services-là, il y en a toujours, hein, qui permettent donc de blanchir le Bitcoin. Donc le Bitcoin n'est pas quelque chose d'anonyme vraiment en réalité, hein. C'est anonyme par essence parce qu'évidemment il n'y a pas votre nom dans la blockchain, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas vous retrouver si vous faites des transactions Bitcoin tranquilles comme ça sur des places de marché publiques, etc. Donc il y a déjà ça, donc il y a déjà pas mal de régulations, il peut y en avoir encore plus, c'est en cours en fait, hein. Donc il y a ce genre de choses qui peut se mettre en route, et puis après les États ils peuvent aussi contre-attaquer en faisant des monnaies qui sont les leurs, c'est-à-dire des monnaies électroniques qui sont les monnaies de banque centrale, comme on en a déjà parlé, et qui sont des monnaies qui sont complètement dématérialisées, mais qui ont tous les avantages d'une monnaie standard, c'est-à-dire qui sont stables et qui sont qui ont autant de valeur et qui ont autant de stabilité qu'une monnaie standard, quoi. Et ça c'est un truc qui est en train aussi de se mettre en place. Il y a un projet là, donc on l'a dit, hein, mais une commande pour SpaceX qui va être réglée en Dogecoin pour la Lune. Est-ce que c'est pas un peu le signal d'alarme? Est-ce que c'est pas aller un petit peu trop loin que de commencer à faire ce type de mouvement? Ça conjoint au fait que on peut acheter des Tesla aux États-Unis avec des Bitcoins, conjoint au fait que Elon Musk a demandé sur Twitter là ces derniers jours, je sais pas si tu l'as vu, est-ce qu'on aimerait pouvoir acheter sa Tesla avec des Dogecoin? Est-ce que finalement c'est pas des mouvements qui vont un peu trop vite, un peu trop loin de la part d'Elon Musk au sujet de ces crypto-monnaies? Et est-ce que ça va pas furieusement attirer justement les yeux des régulateurs encore un peu plus en tout cas? Les États peuvent très bien, s'ils veulent, interdire le Bitcoin, c'est possible. Ils le feront pas parce que c'est quand même on voit plutôt la Chine ou l'Inde faire ce genre de truc que les États-Unis ou l'Europe, hein, très honnêtement, interdire le Bitcoin. Même si c'est pas impossible, c'est quand même pas très probable, quoi. Après, le fait qu'on puisse acheter des trucs en Dogecoin ou en Bitcoin, bon, ça, je sais pas, mais j'ai l'impression que Tesla a réussi quand même pour l'instant à tirer son épingle du jeu au niveau du boursicotage pur et simple, c'est-à-dire que exactement. Vous achetez votre Tesla. Ils ont revendu des bitcoins qu'ils avaient achetés. Voilà, c'est-à-dire, et du coup Tesla profite du fait que le bitcoin est très haut, il en revend, peut-être qu'il continuera à en revendre périodiquement, et en fait c'est il l'utilise comme un asset financier comme un autre en fait. Et bon, peut-être que c'est pas plus idiot finalement étant donné le truc du bitcoin. Après le Dogecoin, très honnêtement, bon, c'est parti comme une blague. Après, qu'est-ce que ça va donner, je sais pas. Le risque, évidemment, pour tout le monde et pour Tesla y compris, c'est que à un moment donné, ça redescende fort. Et puis là, il pourrait effectivement perdre de l'argent.
Mais si jusqu'ici ils en gagnent beaucoup, parce que pour l'instant ils en gagnent, peut-être que ça sera équilibré, je sais pas. Tu nous avais dit dans le dernier épisode que tu serais amené à faire des tests autour du chia. Est-ce que t'as commencé? Pas encore commencé. Mais peut-être effectivement je ferai des tests, peut-être que je ferai quelques plots pour essayer de voir comment ça marche, moi. Ouais, on voit mieux comment ça marche quand on essaye, de toute façon c'est sûr. Vous pourrez écouter Gaëtan dans Coticast qui en parle, notre podcast. On allait parler de Blue Origin, Guillaume. Oui, Jeff Bezos, c'est l'autre milliardaire qui est allé dans l'espace avec sa boîte Blue Origin. Celui, il le finance sur fonds propres. Et il a revendu d'ailleurs pour 5 milliards de dollars d'actions Amazon pour les injecter dans le projet de Blue Origin. Et probablement dans New Glenn aussi, qui est une fusée de 98 mètres qui pourra envoyer jusqu'à 50 tonnes dans l'espace. Et le premier étage serait aussi réutilisable. Donc clairement, on est sur le même schéma que pour SpaceX. Et donc avec New Glenn, Blue Origin pourrait aussi envoyer sur Kuiper, donc qui est sa constellation de satellites, qui serait rival de Starlink. Donc New Glenn devrait décoller pour la première fois en début d'année prochaine, si tout va bien, et il vaudra mieux, puisque voilà, concurrence SpaceX Blue Origin, c'est vraiment de plus en plus intense, c'est de plus en plus tendu. En attendant, il y a un vol New Shepard avec passagers qui est prévu pour le 20 juillet. C'est le premier avec des gens dedans, et il va juste sortir de l'atmosphère, rester un peu en gravité zéro, puis redescendre, en chute libre, avec un parachute à la fin, je vous rassure, le tout dans une capsule assez cosy, avec des grosses fenêtres. Et c'est normal, parce que c'est un vol de tourisme, voilà, puisque comme Virgin Galactic, Blue Origin se lance peut-être cette année, la mode du tourisme spatial, voilà, pour des gens très riches, puisque chez Virgin, je rappelle que c'est 250 000 $ le ticket. Ça m'étonnerait que ce soit moins cher chez du Shepard, et ce sera sans doute encore plus cher aux enchères, puisqu'il y a un des sièges qui va être vendu comme ça aux enchères entre le 19 mai et le 12 juin. Et les profits de la vente, d'ailleurs, iront à la fondation caritative Club to the Future de Blue Origin. Donc si vous êtes riche, vous pouvez aller sur le site de Blue Origin, et puis ensuite, pourquoi pas sur le Patreon de TechCafé. Voilà, c'est ça que j'allais le dire, on n'a pas encore l'opportunité de prendre notre place parce qu'on n'a pas encore assez de soutien, donc venez sur patreon.com/techcafé. J'avais quelques petites parenthèses autour de SpaceX que je voulais te relayer aussi, Guillaume, mais j'imagine que tu les as vues passer. Je vais aller très très vite. Je sais pas si tu avais vu ce qui se passe autour de Starlink, puisqu'on parle du positionnement des satellites par SpaceX sur la société également d'Elon Musk qui fournit Internet à travers la planète. Ils viennent de dépasser a priori les 500 000 clients. Moi, j'étais surpris. J'avais l'impression que c'était plus confidentiel que ça. Mais a priori, Starlink recueille aujourd'hui 500 000 clients. Mais au passage, on commence à identifier des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. A priori, le piratage est mal vu. Il faut vite installer son VPN parce que... Ouais. Alors, j'avais pas l'impression que c'était autant surveillé qu'ailleurs, mais... D'accord. Et puis juste un mot aussi pour dire que je trouve ça vraiment marrant pour le coup, mais c'est pas marrant pour les personnes qui sont concernées, c'est les voisins des personnes, enfin les voisins qui sont installés proches de la base de SpaceX qui commencent à ne plus en pouvoir d'habiter à côté et qui sont d'ailleurs chassés un petit peu, qui sont poussés vers la sortie et évidemment SpaceX cherche à récupérer leur propriété pour vraiment installer la ville qu'ils veulent mettre sur place, et les gens ont l'air de vivre un cauchemar de toute façon depuis pas mal de temps. Alors j'imagine, ça doit pas être facile de vivre à côté de cette base là, mais a priori ça a l'air d'être très compliqué, ne serait-ce que pour circuler, tu vois, on leur coupe la route du jour au lendemain, ils sont pas informés, enfin bon, ça a l'air d'être hyper compliqué. Boca Chica c'est en train de devenir SpaceX City, quoi, clairement. C'est clairement son objectif. Space City, ça va devenir, mais c'est ce qu'il veut faire de toute façon. C'est une histoire de temps parce que entre 4-5 particuliers qui résistent face à cette entreprise, je pense que malheureusement, bien ou pas bien, c'est probablement peine perdue. Bon, on a parlé de Rocket, on va parler de Science, puisque c'est une rubrique Rocket and Science. On va donc parler de la pénurie des composants, parce que oui, donc je vous le rappelle, on vit une vraie pénurie des composants sur laquelle on a rappelé les origines dans un épisode qui s'appelle Made in Asia, que vous pouvez retrouver un petit peu plus haut dans le flux du podcast, que je trouve assez intéressant, et si vous savez pas d'où vient cette pénurie des composants, si vous en avez pas connaissance de l'étendue, cet épisode va forcément vous éclairer. Et puis dans le dernier épisode de Tech Café, qu'on avait diffusé donc la semaine dernière, avant l'interview avec Luc Julia, on a pu entendre parler effectivement de la pénurie à venir probablement autour des disques durs.
Alors au passage, on parlait du tarif du cours du Chia plutôt. Bon, et entre-temps, il a explosé. Hein, ça, c'était la petite mention qu'on pouvait faire à ce sujet. Mais alors, t'es en train de nous dessiner une nouvelle pénurie, Guillaume. T'es vraiment un oiseau de mauvais augure. Est-ce que je sais pas si tu t'en rends compte, mais ce serait pour les batteries maintenant. Absolument, je me nourris de vos larmes. Oui, parce que les voitures électriques, hein, tous ces voitures électriques, ces bus électriques, ces téléphones électriques, ces chevaux électriques, ces moutons électriques, des experts prédisent une pénurie de lithium, évidemment, hein, qui pourrait commencer en 2027. Alors, attention, c'est pas qu'on a plus de lithium sur Terre en 2027. Parce qu'il y en a plein, en fait, du lithium, c'est assez abondant. Il en reste beaucoup à extraire, hein. C'est plutôt que la demande explose et qu'elle croît plus vite que les moyens de production. Le déficit de voitures électriques, d'ailleurs, pourrait être de plus de 3 millions en 2027 et se creuser à 20 en 2030, si tout continue comme maintenant. Alors c'est frappant parce qu'en fait, actuellement, on a un surplus de lithium. Les mines peuvent produire potentiellement plus que la demande. Donc on a une capacité de production actuellement qui est de 520 000 tonnes, et la demande, elle est de 300 000 tonnes à peu près. Mais la demande, elle croît sans cesse, et en fait, elle pourrait atteindre 2,8 millions de tonnes en 2028. Donc il y a des projets, évidemment, de nouvelles exploitations, hein. Donc tout ça c'est en route, mais on voit pas une capacité de plus de 2 millions de tonnes pour 2028, hein. Donc il va y avoir quand même un différentiel assez massif, quoi. Et surtout, les gisements les plus faciles sont déjà en exploitation. Donc pour croître encore et toujours plus vite, hein, il va falloir s'attaquer à des sources qui sont moins évidentes, plus chères aussi à exploiter. D'ailleurs, la filière lithium serait tranquille jusqu'en 2025, mais c'est quand même un investissement de 14 milliards hein, pour financer la montée en charge. Et c'est clairement la demande du secteur du véhicule électrique qui domine très très largement la hausse, à elle toute seule quasiment. Donc en 2025, c'est un peu le point d'inflexion quoi, hein, pour les véhicules qui auront plus assez de batterie. À capacité constante, la pénurie arrive dès 2023, et si les projets sont menés à bien, tout roule jusqu'en 2028. Alors, vous allez sans doute me demander qu'est-ce qu'il y en a du long terme. Bah oui, qu'est-ce qu'il y en a du long terme, Guillaume? Et une autre question, c'est est-ce qu'on peut espérer qu'une filière de recyclage puisse se mettre en place pour pallier à ces problèmes? Bah oui, tout à fait, mais c'est exactement là, c'est une très bonne question, puisqu'en fait, en fonction de la quantité de lithium total, on peut avoir une estimation déjà de la quantité de lithium total, mais c'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas une vue parfaitement précise de combien il y a de lithium au total partout dans l'ensemble, et on ne sait pas non plus à quelle vitesse on va l'extraire, ni à quelle vitesse avec quelle efficacité on va pouvoir le recycler. Donc il y a une étude qui a étudié pas moins de 18 scénarios, en réalité, avec tous ces paramètres-là, et dans celui qui est le plus pessimiste, en 2045, il n'y a plus rien. Bon. Alors, dans les plus optimistes, il en restera jusqu'en 2100 et plus. Donc en fait, évidemment, c'est des scénarios qui prennent en compte les différents niveaux de recyclage. Et de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'un recyclage efficace est absolument nécessaire pour faire perdurer les ressources jusqu'en 2100, et voire au-delà de 2050, quoi. Sinon, ça va s'arrêter assez rapidement, en fait. Il me semble, ça fait pas partie des sujets que j'ai largement approfondis, c'est pas bien, mais il me semble justement que Tesla est rentré dans une logique de recyclage autour du lithium qui est assez importante. Recyclage des batteries en général. Dans leur ensemble. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, tu peux encore utiliser. On avait déjà parlé du fait qu'on pouvait utiliser des batteries de voiture. Les batteries de voiture doivent être très efficaces. Elles doivent pouvoir envoyer beaucoup de courant et avoir une bonne autonomie, envoyer beaucoup de courant en très peu de temps. Or, quand une batterie est plus assez efficace pour une voiture, tu peux encore beaucoup l'utiliser quand même pour d'autres usages qui sont moins demandeurs. Donc il y a un recyclage automatique comme ça. Et après, il y a toute une filière effectivement de recyclage des composants qui doit se mettre en place. Ça, c'est plus compliqué, mais c'est nécessaire. C'est très clair. Alors, on va parler d'une autre innovation qui, sur le plan de la science, est quand même assez marquante, mais on va voir qu'il faut prendre ça avec des pincettes. C'est une annonce d'IBM qui propose des nouvelles performances de processeurs gravés en 2 nanomètres. Mais Guillaume, j'ai largement écouté les chroniques des composants et t'es mise en garde sur le sujet de prendre les taille de gravure, et donc c'est ce nombre de nanomètres avec beaucoup de pincettes parce que, bon, ça veut pas tout dire et rien dire, mais enfin, quand même, 2 nanomètres chez l'un ne sont pas forcément 2 nanomètres chez l'autre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que nous a présenté IBM? Ouais, c'est quand même une grosse annonce, je trouve, c'est extrêmement important pour l'avenir de la technologie telle qu'on la connaît, puisqu'on a l'habitude que ça soit, voilà, tous les ans plus rapide, tous les ans plus efficace, tout ça, mais tout ça, derrière tout ça, il y a des innovations scientifiques et d'ingénierie qui sont incroyables. C'est
c'est de plus en plus difficile, et donc effectivement, c'est bien de s'y attarder un petit peu. Donc, ouais, une des grosses annonces de cette semaine, c'est qu'IBM a fait la démo d'une puce en 2 nanomètres. Alors, on rappelle qu'un nanomètre, au fait, d'ailleurs, c'est un millionième de millimètre, donc c'est une unité de mesure qui est vraiment toute petite. Donc 2 nanomètres, ça claque, hein, surtout qu'aujourd'hui, on dit que les puces sont en 5 nanomètres pour les plus avancés, ou en 7 nanomètres, voire en 10. C'est ce qu'on peut lire un petit peu partout. Et là, c'est vrai qu'il faut préciser quand même plein de trucs quand on a dit tout ça. Quand on a dit tout ça. Hein. Donc la première, c'est que même si on utilise nanomètres dans les appellations 5 nanomètres, 7 nanomètres, 10 nanomètres, ce sont des noms commerciaux, ce sont des marques en fait, hein, et ce sont pas des vraies mesures. Ça a plus de rapport avec les vraies mesures depuis presque 10 ans. D'ailleurs, TSMC préfère les noms N7 et N5. Alors, ce qui est vrai par contre, c'est que ça marque un progrès dans la miniaturisation des portes logiques, hein, qui constituent toutes les puces du monde. Et le résultat net pour l'utilisateur, c'est qu'en gros, soit vous avez une puce plus petite, qui consomme moins d'énergie, soit vous avez une puce plus dense, dans laquelle il y a plus de composants, qui font plus de choses à la fois, comme pour les cartes graphiques par exemple, soit vous avez une puce qui consomme autant, mais qui monte plus en fréquence et qui donc va plus vite, soit, et c'est le plus fréquent, hein, c'est une combinaison de tout ça, tout simplement. Alors, du coup, de combien ? IBM annonce 45% de performance en plus à consommation égale, ou c'est beaucoup. 75% de consommation en moins à performance égale. C'est énorme. Alors, oui, mais... parce qu'il faut savoir 45% de plus que quoi. Ah bah oui. Et là, il annonce que le 7 nanomètres. Donc, quand il dit ça, moi je sous-entends le 7 nanomètres de TSMC ou Samsung, puisque celui d'Intel est pas prêt. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'IBM compare donc à du 7 nanomètres et pas à du 5 nanomètres, qui est pourtant déjà commercialisé par Apple depuis plusieurs mois. Or, le 5 nanomètres, il est déjà entre 15 et 25% plus performant que le 7 nanomètres. Donc IBM n'a pas fabriqué un processeur, hein, il a fabriqué ou une puce graphique. Hein, en fait, il a fabriqué il a fabriqué un petit peu de tout ça, et c'est une démo en fait. Hein. En tous les cas, si on prend 25% plus performant, donc si on prend, je vais y arriver. Sur quoi se compare-t-on ? Voilà. C'est ça, sur quoi se compare-t-on ? Si on compare donc au 7 nanomètres, c'est 45 et 75. Bon. Par contre, si on compare par rapport aux 5 nanomètres, on n'est que entre 16 et 26% de puissance en plus pour le 2 nanomètres d'IBM par rapport aux 5 nanomètres de TSMC. Quant à la consommation, le 5 nanomètres consomme 30% de moins que le 7 nanomètres, donc on en déduit que le 2 nanomètres d'IBM consomme environ 29% de moins que le 5 nanomètres de TSMC. Okay. Donc c'est bien. C'est un progrès qui justifie un nouveau node, hein, mais c'est pas aussi spectaculaire si on regarde l'état de l'art actuel, si tu veux, que le 7 nanomètres. Et ça se voit aussi sur la densité de transistors. Donc les densités, on parle de densité maximale, c'est les densités qu'en pratique on n'utilise jamais parce que ça chaufferait trop. Mais en fait, c'est des densités qui sont approchées par les circuits les plus simples et répétitifs comme les mémoires, et ça donne une idée surtout du potentiel de la chaîne de fabrication. Donc, sur 2 nanomètres, IBM atteint 333 millions de transistors par millimètre carré. Ce qui est effectivement mieux que le 5 nanomètres de TSMC qui affiche 171 millions de transistors par millimètre carré. Cela dit, c'est pas si éloigné du 3 nanomètres de TSMC qui en affichera 292 millions. Et c'est un node, le 3 nanomètres, qui est prévu pour l'année prochaine chez les Taïwanais. Hein. Et alors que le problème, c'est que le 2 nanomètres d'IBM, on n'a aucun horizon, on n'a aucune date. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera mis en production sur des vraies puces. Et donc, au passage, si vous regardez le tableau des densités, là, hein, qui est vous avez le lien dans les notes de l'émission, vous avez donc les niveaux de densité maximale des divers nodes, et ça montre bien que selon les constructeurs, les noms désignent des choses qui sont extrêmement différentes. Par exemple, le 10 nanomètres de TSMC affiche une densité de 52 millions de transistors par millimètre carré, alors que le 10 nanomètres d'Intel en met le double. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir selon les fabricants. Et le futur 7 nanomètres d'Intel devrait atteindre les 237 millions. Ce qui le rapprocherait plus du 3 nanomètres de chez TSMC. Donc faut se méfier. Voilà, un 10 nanomètres chez Intel, ça peut être plus dense qu'un 7 nanomètres chez TSMC. Mais bon, oui, vas-y. Vas-y, termine. Ouais, excuse-moi. Oui, non, mais enfin, voilà, donc on rappelle qu'IBM a fait la démo d'un processus de fabrication, et pas d'une puce, pas d'une vraie puce, d'un vrai composant qui va rentrer dans un téléphone ou autre chose. Il n'a pas fabriqué un nouveau processeur. Hein. Sur le wafer, d'ailleurs, on le voit bien, puisque ils ont gravé des blocs de diverses formes, là, qui sont pleines de couleurs. En fait, ils ont gravé des blocs logiques génériques pour vérifier que ça marche sur une variété de trucs, quoi, hein, sur une variété de trucs potentiels, donc de la mémoire, des GPU, etc. Et donc le processus a été développé
dans un labo d'IBM à Albany, donc aux États-Unis. Et en fait, ça montre que technologiquement, les Américains sont encore dans la course face aux Asiatiques. Donc Intel profitera de cette recherche parce qu'ils ont signé un partenariat avec IBM il n'y a pas très longtemps. Donc que ce soit sur leur futur 7 nanomètres ou plus tard, on ne sait pas. Donc ça veut dire que les Américains sont toujours dans la course, mais ce 2 nanomètres là, ils montrent en aucun cas qu'ils sont en avance, malheureusement. Puisque TSMC va faire entrer en risk production un node intermédiaire, le N4, qui donne un boost incrémental au N5, et dont vraisemblablement Apple va profiter pour ses puces M2 si elles sortent cette année. Et le N3, lui, il entrera en production au second semestre 2022. Et le N2 de TSMC est déjà à l'étude aussi. Et il est probable que le N2 de TSMC et celui d'IBM auront beaucoup de choses en commun, et c'est pas clair que IBM soit devant, du tout. Donc bon, voilà, on est... alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai fait ce jeu de mots stupide dans les notes de l'émission? Parce que bon, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que j'ai dit Lady Gaga. Parfois, il y a des jeux de mots, je ne cherche plus à les comprendre. Parfois, ouais, j'ai compris. Mais alors, pourquoi as-tu écrit Lady Gaga? Ouais, bah parce que tout simplement, IBM fait sa star en utilisant un nouveau une nouvelle forme de transistor qui s'appelle les Gate-All-Around, que en général on abrévie en GAA, c'est-à-dire GAA. Et oui, désolé. Donc c'est une évolution en fait du processus FinFET, dont le principe remonte au premier processeur Tri-Gate d'Intel. C'était le passage au 22 nanomètres, hein, souvenez-vous. Donc à l'époque, les transistors à effet de champ passaient à la 3D, avec des petits ailerons comme ça. Donc le principe, c'était de maximiser la surface de contact entre la porte et le canal source-drain. Donc parce qu'avant, en gros, les transistors étaient globalement des sandwichs assez plats, donc une juxtaposition de bouts de silicium, dotés plutôt négatifs, plutôt positifs, à travers lesquels le courant circule normalement pas, hein, mais on met dessus une porte, et cette porte, en fait, quand on met un courant, elle fait un champ, elle génère un champ électrique, qui va faire pencher la balance et permettre au courant de passer, comme un interrupteur qu'on allume. Donc l'efficacité du processus va dépendre de l'énergie requise pour allumer l'interrupteur. Et donc, au plus la surface de contact de la porte est grande, au plus elle a d'influence, et donc au moins elle a besoin d'énergie pour allumer l'interrupteur. Donc pour faire un interrupteur plus efficace, on a eu l'idée de modifier la géométrie des transistors, afin de faire des petits ailerons qu'on entoure comme ça avec la porte. C'est le principe du FinFET. Et aujourd'hui, tout le monde utilise le FinFET d'une manière ou d'une autre. Mais bon, c'est quand même pas facile, hein. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est des structures en 3D nanométriques déjà. Et bon, pour aller plus loin, il faut faire des structures encore plus petites et encore plus complexes. Donc IBM est allé au-delà du FinFET en transformant le transistor en un minuscule tube, une sorte de nanofil qui est complètement entouré par la porte, d'où le GAA, Gate All Around. Donc voilà, porte tout autour. En fait, IBM utilise des nanofeuilles de silicium, et après il empile les transistors fils, donc il y en a 3 par pile là en l'occurrence, et donc ces nanofeuillets, si vous voulez savoir, ils font 5 nanomètres d'épaisseur. Donc souvenez-vous, 5 nanomètres c'est 5 millionièmes de millimètre, et la taille de la porte c'est 12 nanomètres, donc une pile de 3 à une hauteur de 75 nanomètres. Et donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien de particulier d'ailleurs qui fait 2 nanomètres dans le processus 2 nanomètres d'IBM entre guillemets. Mais c'est quand même évidemment une belle réussite d'ingénierie parce que pour créer ces structures nanoscopiques, il a fallu utiliser les dernières machines à ultraviolet extrême et toute l'expertise du multiple patterning qu'on a développé dans les générations précédentes, hein, où justement on attendait impatiemment ces machines et qu'on les avait pas, donc on devait faire sans. Donc IBM démontre quand même une nouvelle génération de transistors, hein, donc avec les nanofeuilles, les transistors en nanophiles comme ça, qui vont se démocratiser à partir de 2023-2024 à peu près. Et donc Intel prévoit lui d'utiliser son superfin et donc en FinFET toujours jusqu'en au moins 2022. Le N3 de TSMC aussi sera en FinFET, donc il est prévu pour le second semestre 2022, mais on sait que TSMC compte utiliser une nouvelle génération de transistors pour son N2 lui aussi. Donc lui, ils avaient évoqué ce qu'ils appellent les MBCFET, c'est-à-dire Multi-Bridge Channel Field Effect Transistor, donc c'est du Gate-All-Around, pareil comme IBM, mais cette fois c'est des nanofeuillets. Donc en gros on passe de nanophiles qu'on empile comme ça, oui, des petits nanophiles qu'on empile, il y a 3 petits nanophiles empilés chez IBM, on va passer à des tout petites feuilles, des petites nanofeuilles, donc il faut imaginer un tout petit millefeuille, voilà. Donc au début il y aura peut-être 3 feuilles, et puis peut-être il y aura plus de feuilles, en tout cas c'est des nanophiles comme ça qu'on élargit un petit peu, pour avoir toujours plus de surface, que la porte ait toujours plus de surface. Et donc Samsung aussi étudie les MBCFET. Donc en gros le Gate-All-Around, le principe du Gate-All-Around, c'est-à-dire de mettre la porte tout autour, c'est quelque chose qui va se généraliser, qui va arriver fin 2023-2024, et c'est le futur des transistors pour un bon petit moment, hein, que ce soit en nanophile ou en nanofeuillet,
Donc voilà, ça va durer un moment parce que pour l'instant, de toute façon, on voit absolument rien de prévu sur les roadmaps des constructeurs au-delà de 2023. Donc on va sans doute tôt ou tard passer à autre chose, hein. Donc probablement passer au germanium, ce genre de choses, mais c'est encore des soucis industriels. Donc il y a une énorme littérature scientifique sur le sujet, tu t'en doutes bien, ça va continuer à avancer. Et donc on aura plein de choses à dire, hein, même après 2024, j'en suis sûr, mais voilà, pour l'instant, c'est ça le futur, quoi. On m'a glissé l'autre jour que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une chronique des composants. Je dis ça, je dis rien. Ça méritait l'explication pour le jeu de mots, je pense, plus que jamais. Moi, j'ai une ultime question, et peut-être justement que ça fera l'objet d'une explication dans une chronique des composants, ou peut-être que tu peux nous le dire tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on nous présente des nouvelles technos de gravure, telles que l'a fait IBM là, c'est des galettes rondes comme ça, avec des multiplications de gravures? Pourquoi c'est rond comme ça? Pourquoi c'est rond? Ah, parce qu'on fait des carottes de silicium. C'est des carottes de silicium, en fait, qu'on fait... on prend des gros blocs de silicium, on les polit en carottes, et après on les coupe en tranches, qu'on repolit. Et c'est là-dessus qu'on crée les... C'est là-dessus, en fait, qu'on envoie qu'on fait les photos, en fait, puisqu'en fait, c'est des photos, hein, globalement, ça ressemble un peu à de la photographie, mais sauf qu'au lieu d'utiliser de la lumière visible, on utilise des ultraviolets maintenant. Mais c'est un petit peu cette idée-là. Donc en fait, on envoie les caches photos, on les envoie sur une espèce de tranche, comme ça, une grosse tranche de saucisson. Et puis on met évidemment le maximum de puces possible sur chaque tranche de saucisson. Donc au plus les puces sont larges, de toute façon les tranches de saucisson en général elles ont une taille fixe, parce que là c'est 12 pouces par exemple, donc elles ont une taille fixe parce que c'est la taille des carottes, hein, qu'on fait, et donc en fait sur chaque tranche de sauciflard on met autant de puces que possible. Donc si les puces sont petites, on peut en faire beaucoup, donc les puces sont moins chères, et puis si les puces sont très grosses, on peut en faire moins, donc les puces sont plus chères. Et elles sont aussi d'ailleurs plus sujettes aux défauts, donc la rentabilité baisse aussi en général pour les puces les plus grosses, parce qu'évidemment il y a une plus grosse surface qu'il faut dégager si jamais la puce possède un défaut. Enfin bon bref, voilà, donc c'est pour ça. Je suis en train juste de noter la prochaine fois que tu m'inviteras à un apéro de goûter tes saucissons de 12 pouces de large. On va terminer cette rubrique science avec... oui, bien sûr. On va terminer cette rubrique science avec quelque chose de beaucoup moins hardware, mais de beaucoup plus observationnel, avec un côté, ça fait toujours classe dans ce type de sujet, Black Mirror-esque. Tu voudrais nous parler de PMICE, Guillaume? Ouais, PMICE, j'ai testé, hein. Donc c'est quoi? C'est un service de Shazam de tronche, comme Clearview exactement. Et ça marche un peu pareil d'ailleurs, puisque bon, chez PMICE, en fait, ils ont ratissé dans les 900 millions de visages, et ils en ont extrait les caractéristiques qu'ils ont stockées. Donc ils stockent pas les images, hein, ça sert à rien, ils stockent que les caractéristiques, c'est toujours ça de gagner. Et donc quand vous uploadez votre tête, il extrait les caractéristiques, et il retrouve celles qui sont proches avec l'origine, avec le lien évidemment original. Et ces liens originaux, ils sont à toi pour la modique somme de 30 à 300 $ mensuels, hein, selon les options. Et donc sur ma tête, il a rien trouvé, enfin que des mecs qui ont une vague ressemblance, et donc je suis plutôt content. Bon pour toi Guillaume, rien de très inattendu, hein, pour une star de l'internet comme toi, tu l'as vu. Oui, j'ai vu. Bah, tu t'es fait plaisir. Oui, évidemment. Bah, c'est comme Google, hein. On sent que les résultats de la première page sont pertinents, ceux de la deuxième page sont un peu plus discutables. Ouais, complètement. Bon, j'ai techniquement pas le droit d'uploader des photos qui sont pas de moi, mais je m'en fous, et j'ai aussi essayé avec la photo d'une actrice porno japonaise, et il a trouvé des centaines de matchs, donc c'est de loin avec elle que ça a le mieux marché, hein, soyons dit en passant. Et donc ça veut dire plusieurs choses, hein. Donc déjà, si vous avez fait du porno, ce truc va le retrouver. Et en fait, c'est un vrai cas, puisque une journaliste de CNN a fait le test, en payant 30 balles, d'ailleurs, et elle a retrouvé des photos d'une collègue qui avait travaillé dans le milieu. Donc voilà, votre passé peut ressurgir très facilement. Pareil d'ailleurs, si vous le changez de nom, de sexe, etc. Et ensuite, ça marche dans le monde entier, hein, donc pas seulement aux États-Unis. Donc je me demande à quel point c'est RGPD compatible, tout ça. Et bon, vous n'avez pas le droit théoriquement, donc dans les conditions d'utilisation, d'utiliser le service pour autre chose que vérifier où traînent les photos de toi sur Internet, puisqu'en fait le prétexte du truc c'est te permettre de protéger ta vie privée en regardant qui a ton image de quoi. Bon, sans blague, protéger ta vie privée avec un truc comme ça. Parce qu'évidemment tout le monde s'en fout, il n'y a aucun contrôle, l'outil est une bénédiction pour tous les stalkers, hein, les marques qui veulent tracer les gens, les flics, les sectes, les milices privées, tout ce que tu veux. Ouais. C'est un truc qui révèle pas directement ton identité, mais bon, si t'as le lien et la photo, l'identité en 2 clics c'est fini, en 80% des cas. Hein. Donc ce truc est moins puissant que Clearview, qui a une base de données de 3 milliards de visages quand même, donc c'est 3 fois plus que PMICE. Mais bon, celle de PMICE, elle est accessible à n'importe qui, à n'importe quel pingouin, comme moi. Moi qui peux, par exemple, dès demain, prendre une photo d'une fille dans la rue, et retracer sa vie petit à petit, en commençant par retrouver toutes les photos d'elle, ensuite je pourrais la suivre, puis je pourrais l'aborder fortuitement, faire semblant de la connaître. Et puis, c'est flippant, non? Et ouais, c'est flippant, et c'est bien le problème de ce type d'appli, hein. C'est des trucs qui ont été soulevés plein de fois depuis que Clearview existe, en fait.
Mais ça continue, donc est-ce que c'est vraiment inévitable? Je sais pas, j'espère que non. En tout cas, faut se rebeller, je pense. Parce que là, sinon, Black Mirror, désormais, c'est à partir de 30 balles par mois. Mais vous inquiétez pas, ils feront peut-être des promos pour Black Friday. Oui, vraisemblablement. Puis il y aura des mois d'essai, des mois offerts. Merci Guillaume pour cette mise en garde. On va enchaîner avec l'élément un peu incontournable de l'actu-tech de ces dernières semaines. C'est évidemment le procès. Bon, vous inquiétez pas, je suis sûr qu'on en a pour des années de rebondissements divers et variés, de différentes étapes de cette procédure judiciaire qui se voit affronter Epic Games et Apple. Et tu nous as sélectionné différents points d'attention parce qu'il faut dire que au-delà du procès en tant que tel, au-delà de la confrontation qui est presque une philosophie de la distribution des applicatifs et de l'économie qui s'affrontent, il y a des effets de bord et des anecdotes qu'on peut relever qui nous montrent que c'est toute une ramification de la distribution à laquelle on peut assister. Alors qu'est-ce que tu as identifié dans les actualités de ce procès, Guillaume, de ces derniers jours? Écoute, c'est le grand oral là, pour Apple et Epic, la saga policière de ce printemps quand même, de cet été sans doute, qui a besoin de Damages, de Better Call Saul. Quand tu peux se regarder que Better Call Team, en plus c'est Tim Cook ou Tim Sweeney, ça marche pour les deux, c'est quand même fantastique ça, quel talent, c'est scénariste, quel talent. Et donc comme toujours, on apprend des trucs rigolos, et on se pose des questions philosophiques, comme par exemple, quelle est la différence entre une Xbox et un iPhone? Ça c'est une vaste question dans laquelle je ne veux pas me plonger. Moi perso j'aurais dit entre 5 et 6 kilos, mais bon évidemment c'est une question plus profonde que ça. C'est qu'est-ce que la polyvalence, la vraie question, parce que les câbles, beaucoup de câbles aussi. Non, parce que si Apple enferme ses usagers dans son écosystème, Microsoft, Sony et Nintendo aussi. Donc si on suppose que c'est mal et qu'ils ne doivent pas le faire, Xbox, PlayStation et Switch devraient aussi ouvrir leur écosystème aux autres moyens d'installer des logiciels. Et ça, ça va pas du tout. Microsoft, Sony et Nintendo, ils vont pas aimer du tout ça. Mais attention, il y a une grosse différence, puisque les consoles sont des machines spécialisées, alors qu'un iPhone ou un iPad, c'est polyvalent, comme un Mac. Oui, mais un iPhone, c'est un téléphone quand même à la base, donc c'est un appareil qui est dédié à une fonction en particulier, donc il se trouve qu'on fait d'autres choses dessus, comme regarder des vidéos sur sa console. Ah oui, mais donc on peut regarder des vidéos sur sa console, on peut aussi aller sur Internet avec sa console, alors je ne sais pas. Oui, mais tu peux faire ta compta sur un iPhone, tu peux pas faire ta compta sur une Switch. Oui, mais t'as des applis Switch qui sont des langages de programmation, tu peux faire ce que tu veux, tu peux programmer ce que tu veux. Bon, voilà. Donc ok, donc thèse, antithèse, synthèse, vous avez 2 heures à peu près, donc on ne traîne pas, je fais top. T'as vu qu'au passage, je fais une toute petite parenthèse, on n'est pas dans la rubrique jeux vidéo, mais Nintendo a annoncé un jeu pour apprendre à développer des jeux sur la Switch. J'ai l'impression que c'est plutôt cool. On va pas en parler là, mais je faisais juste la petite parenthèse. Ouais, mais c'est exactement. J'ai vu passer effectivement des jeux, des trucs sur le store qui étaient des langages de programmation, ça a l'air marrant. Sans clavier, ça a l'air moins marrant, mais bon, en tout cas, le principe est sympa. Donc la position d'Epic, évidemment, qui est appuyée par Lori Wright, elle est à la tête d'Xbox Business. Elle a témoigné sur le sujet, c'est qu'une Xbox est achetée pour jouer, sinon les gens ils prennent un PC, alors qu'à l'inverse, on achète un iPhone pour une foule de raisons, et que donc iOS n'a pas de raison valable d'être considéré différemment de macOS, sur lequel pour l'instant on peut installer des apps comme on veut, ce qui pourrait ne pas durer, mais bon, passons. Mais ce qui tend à être de plus en plus compliqué, mais oui. Donc un argument qui portera ou pas sur le juge, on ne sait pas. Apple est occupé en remettre en cause la crédibilité même de Lori Wright d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas produit les bons docs demandés par Apple, bon bref. Au chapitre des autres arguments, on a aussi celui du paiement in-app, qui est évidemment... Donc Epic a reçu le soutien du manager produit de chez Nvidia, et d'un gars qui a fondé une appli de yoga, mais bon, qui décrivent à quel point Apple force à utiliser des moyens de contournement compliqués si on veut éviter la commission. Bon, en fait, il suffit d'acheter des V-Bucks sur le site de Fortnite pour en profiter partout. Donc Apple voit pas le problème, en fait, il voit qu'une friction minimale, alors que les plaignants, eux, parlent de verrouillage pur et simple. Et donc là encore, on peut s'interroger sur cette notion de friction, entre guillemets, puisque à quel point elle peut provoquer des manques à gagner, cette friction. Il faut pas sous-estimer la flemme, tu vois. Moi-même, je suis pas le dernier des flemmards, s'il y a un truc que je pourrais acheter par impulsion, si c'est un clic, il peut parfaitement rester là où il est, ce truc, si je dois aller sur un autre site, m'identifier, etc., même si c'est 4 clics ou 5 clics. Donc Epic insiste sur le fait que cette friction, en fait, elle est capitale, alors que pour Apple, la possibilité existe, donc il voit pas le problème. Enfin, il fait semblant de ne pas voir le problème, plutôt, on va dire. Bien sûr. Juste au-delà de cet aspect qui peut paraître trivial, parce que on est des personnes éclairées, nous qui animons, évidemment, écoutons un podcast sur la tech, mais on peut penser aussi à toute la population que vous devez connaître, qui est constituée de vos papas, de vos mamans, de vos tontons, de vos tatas, des personnes qui sont pas forcément aussi appétentes sur le numérique,
numérique. Et je vous assure que 2 clics ou 1 clic, pour cette population-là, ça change vraiment tout. Et la façon dont c'est fait, l'intuitivité que ça représente. Donc non, je pense qu'il y a vraiment pas qu'une histoire de flemme, et c'est un vrai sujet en tout cas. Bon, la bataille continue en tout cas, et puis elle pas d'hier, hein, puisque on a aussi appris que Tim Sweeney avait personnellement écrit à Tim Cook pour lui demander d'ouvrir iOS à d'autres magasins d'appli en 2015. Il doute de rien, Tim. Donc en fait, il lui a demandé de séparer le processus de validation et de distribution. Donc les applis pouvaient continuer d'être signées, dans tous les cas, mais le téléchargement pourrait s'effectuer en dehors de l'App Store. Donc, et le premier mouvement de Tim Cook, ça a été de demander à Phil Schiller, mais c'est qui ce type au fait? J'avais pas vu. Donc c'est bon. Who is Tim Sweeney? C'est plus ou moins, c'était vraiment plus ou moins ça, quoi. Donc, d'une manière générale, les conditions d'Apple encombrent pas mal de monde, hein, et depuis le début. D'ailleurs, à l'époque de la conception d'une application pour Facebook, Mark Zuckerberg déjà appréciait pas de pouvoir proposer des apps qui ne pouvaient, une app pour Facebook qui ne pouvait pas proposer d'app, comme c'était le cas sur Internet. Bah, tu m'étonnes, à l'époque c'était Farmville qui faisait que t'allais sur Facebook. Exactement. Donc il y a encore des documents issus du procès au cours de le procès en cours, quoi, dans lequel, et ça a beaucoup amusé la presse, Steve Jobs appelle Facebook avec fesse, donc comme merde, puisque ça vient de fécal, donc évidemment, comme en français fécal. Donc merde book. Honnêtement, il y a aucun contexte, donc il est tout à fait possible que ce soit une faute de frappe, ou pas. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que ce procès fait aussi des victimes collatérales, hein, puisque Valve et Sony se font aussi poursuivre, alors pas par Apple, et pas exactement pour les mêmes raisons, mais c'est clair que Epic versus Apple donne des idées, voire des ailes, hein, pour attaquer un petit peu les monopoles tout azimut, comme ça. C'est assez fort. Alors je sais pas si t'as vu, donc il y a Valve et Sony, Steam et le PSN qui ont été attaqués. Donc Valve a été attaqué par Volfire Game, qui l'accuse d'abuser de sa position dominante pour contrôler les prix. En particulier, il faut savoir que c'est un jeu sur Steam. Valve interdit l'éditeur de le mettre moins cher sur une autre plateforme, sous peine de le virer de Steam. Donc Valve peut du coup, grâce à son poids, influer sur le prix de tous les stores en fait. Et pas c'est le seulement cas de du l'App sien. Store, hein, si je dis pas de bêtises, chez Apple. C'est possible, ça je pourrais pas te dire. Sur les abonnements, en tout cas, possible, il me semble. ouais, C'est pas sur le prix des apps, ça mais sur les m'étonnerait abonnements. Ça m'étonnerait pas. Et en tout cas, dans le cas de Sony, c'est un gars tout seul qui attaque, hein, c'est Augustin Kakari, qui a pas digéré que Sony interdise la vente de codes de téléchargement pour PlayStation ailleurs que sur le PSN. Alors, c'était en 2019 que ça s'est passé. Donc avant, tu pouvais en théorie acheter un code pour God of War sur Amazon, hein, par exemple. Mais depuis 2 ans, c'est plus possible d'acheter un jeu des maths ailleurs que sur le store Sony. C'est un coup qui a mal été accueilli d'ailleurs par les boutiques, hein, même si les codes pour les DLC ou les cartes cadeaux restent possibles. Hein. En tout cas, le gars affirme que la mainmise de Sony sur la distribution digitale de jeux nuit à la concurrence, puisque Sony dicte de facto les prix du démat, qui sont par ailleurs régulièrement plus chers que les jeux en disque, hein, ça se voit de manière assez courante, et surtout les jeux sur disque, c'est une proportion de plus en plus faible des ventes. Donc ça veut dire que chaque année voit de plus en plus de ventes des maths, et donc un contrôle de plus en plus grand pour Sony en réalité sur son écosystème. Du coup, là où Sony se démarque encore, c'est que c'est pas le développeur qui a le contrôle du prix, mais c'est les affiliés de Sony Entertainment Company, ou Corporation, je sais plus. Ils peuvent donc modifier le prix sans en informer l'éditeur. Bon alors, est-ce que les prix baisseraient si les éditeurs pouvaient choisir, hein, les prix des jeux des maths seraient-ils plus bas s'ils pouvaient être vendus en boutique? Voilà, c'est que des grandes questions pour un procès. Hein. D'ailleurs, un procès qui pourrait se transformer en class action, va savoir. Bon, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le mouvement de Xbox qui va à fond sur l'abonnement. Je me demande si c'est pas une manière d'éviter de trop attirer l'attention sur le problème et de clairement régler le souci. Je sais pas, ça se discute en tout cas. Très bien. Est-ce que je crois que je sais pas si t'as eu l'occasion, non, t'as pas mentionné la partie sur le développement du web, puisque Apple se fait pointer du doigt sur le verrouillage qu'il peut faire avec WebKit, hein, c'est intéressant d'être souligné, ça. Ouais, vous pensez peut-être que tout ce pataquès, hein, sur les apps, c'est un peu hors sujet, un peu has-been. Et oui, c'est vrai, j'ai utilisé le mot pataquès, d'ailleurs. Le sens de gros bordel compliqué dans le sens de gros bordel compliqué ou exagéré. Hein. Et en fait, c'est assez récent, tu sais, que ça date des années 2000, j'ai l'impression, hein, parce qu'à l'origine, un pataquès, c'est une faute de liaison. Comme c'est pas à toi. Tiens donc. Ah, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vrai qu'on est peut-être plus très nombreux à utiliser le mot de pataquès. Peut-être que ça nous donne des indications sur notre date de naissance, Guillaume. Je sais pas. C'est utilisé par les journalistes, alors je ne sais pas. En tout cas, bon, voilà. Donc. Peut-être pas les plus jeunes. C'est ça. Bon, enfin, de tous les cas, ça n'a aucun rapport avec ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, voilà, c'est ce qui me préoccupe moi, ce qui préoccupe vous, mais aussi Alex Russell, qui a écrit un long post de blog sur le sujet, c'est la nullité de Safari, globalement. Oui, parce que ce pataquès sur les App Store, quel sens ça aurait dans un monde où les web apps seraient aussi puissantes que les apps natives?
Tu vois, quel besoin il y aurait de se battre autour de l'App Store hein, si on peut tout faire dans le navigateur? Mais aucun, si Safari, en l'occurrence, hein, était pas en retard sur tout le monde. Alors, je suis pas un dev web, loin de là, mais ce que dit Alex en l'illustrant de fort nombreux exemples, c'est qu'Apple n'y met pas du sien, quoi, hein, pour rendre Safari aussi puissant que la concurrence et permettre à des web apps qui seraient aussi agréables à utiliser que les apps du store. Et c'est un problème parce qu'Apple n'autorise pas d'autres navigateurs que le sien sur ses machines, en tout cas pas d'autres moteurs de navigateurs. Donc Safari, depuis plus de 3 ans, est constamment à la traîne, hein, ce qui concerne la compatibilité avec les standards du web, comparé à la concurrence, et introduit des fonctions toujours moins vite. Donc voilà, des fonctions multiples et variées, hein, de CSS à WebAssembly, en passant par les audio workless, les WebRTC ou les habits pour Gamepad. Voilà, c'est une grosse revue de détails qu'il a fait, qui permet de voir que Safari n'est pas une priorité apparemment pour Apple, je sais pas. Les devs sont pas moins bons qu'ailleurs, hein, attention, hein, mais Apple ne met pas assez de moyens dans Safari pour qu'il soit top niveau. Peut-être à dessein, je ne sais pas. Voilà, on pourra me dire qu'Alex Russell a travaillé longtemps pour Chromium. Bon, écoute. En tout cas, tout ça, voilà, ça bouge, hein, donc il faut reconnaître à Epic le talent de savoir mettre des gros coups de pied un petit peu dans toutes les fourmilières possibles. Bon, ça lui coûte un max de thunes, hein. Faut voir. D'ailleurs, si on peut conclure là-dessus, on a aussi appris quelques chiffres sur l'Epic Game Store au détour d'un doc, comme d'hab. Hein, donc, par exemple, on a vu que l'exclusivité de 6 mois de Borderlands 3 sur l'Epic Game Store a quand même coûté la bagatelle de 115 millions de dollars. Donc quelle somme. C'est énorme, bah, ça lui a quand même rapporté 500 000 nouveaux comptes. Donc on apprend aussi que Civilization 6, hein, qui a été offert en cadeau en mai 2020, a coûté 20 millions à Epic. Et en fait, chaque jeu coûte à Epic entre 80 000 et 1,5 million de dollars. Les 10 premiers mois, en fait, Epic a dépensé 11,6 millions en jeux gratuits. Pas gratuit pour vous, donc. Hein. Donc ça fait beaucoup de millions, mais ça fait aussi beaucoup d'utilisateurs, hein, d'ailleurs. Hein. Sur les graphiques, on voit le GS, donc Epic Game Store, il croît un petit peu au rythme des promos, mais la tendance est clairement à la hausse. Donc en fait, si on fait le calcul, il semble que chaque nouveau compte ait coûté 2,37$ à Epic sur une période qui va jusqu'en septembre 2019. Donc Epic compte continuer. C'est un coût d'acquisition quand même assez faible, hein, en fait, quand tu y réfléchis. Hein. Pour l'instant, oui, alors, sur les 10 premiers mois, oui, c'est relativement faible. Après, je sais pas exactement comment ça va se passer. Je pense qu'il y a énormément de services qui rêveraient d'avoir un coût d'acquisition aussi faible pour leur service. Quoi. Donc du coup, Epic compte continuer aussi à donner et à recevoir de nouveaux comptes. Mais bon, un rythme qui va adapter, je pense, en fonction des résultats. Donc il est prêt à dépenser encore entre 80 et 469 millions selon le scénario, hein, jusqu'en 2024. En gros, s'il met les gaz, c'est pour atteindre les 35 à 50% de marché PC en 2024, ce qui est énorme. Il va complètement casser le monopole de Valve. Mais ça va dépendre justement de la réaction de ce dit Valve, hein, puisque voilà, dans les pires des scénarios, Epic pourrait aussi se retrouver avec moins de 20% de part de marché, voire 8, et là il réduirait énormément la voilure, on sait pas. Pour l'instant, la croissance continue, bon, donc je pense qu'il y a encore pas mal de jeux à gratter, donc préparez-vous. Quel beau jeu de mots. Il y a pas mal de jeux à gratter. Excellent. Merci. Bah justement, s'il y a des jeux à gratter, on va parler un petit peu de jeux vidéo, Guillaume, parce que c'est le point Switch, hein, notre petite chouchou, cette console. Comment est-ce qu'elle se vend un petit peu? Est-ce qu'on peut se pencher sur les résultats de Nintendo au sujet de la Switch, Guillaume? Écoute, elle se vend comme des petits pains au chocolat tout chaud, hein, qui sentent trop bon devant la boulangerie un dimanche matin frisqué de novembre. Ah oui, oui. Une chocolatine, exactement. Donc 37% de mieux que l'an dernier, ce qui a déjà été super, donc c'est trop super. C'est presque 85 millions de machines vendues depuis le début, c'est plus qu'espéré par Nintendo lui-même. Et en fait, c'est trop super, vraiment, c'est littéralement trop, parce qu'en fait, pour l'année prochaine, Nintendo craint de pas arriver à satisfaire la demande, et prévoit une baisse de 12% des ventes, et s'attend à être à court de certains composants. Donc en fait, s'attend aussi du coup à une baisse des ventes de software, et donc il prévoit un bénéfice en recul de 29% pour l'an prochain. C'est peut-être un petit peu sévère, Nintendo en général est très très prudent dans ses prévisions. Or du coup, qu'est-ce qu'il en est pour la Switch Pro, puisqu'elle va aussi souffrir probablement de cette pénurie de composants, hein, parce qu'il y a une fuite maladroite d'Universal Display Corp qui confirme qu'une Switch Pro avec écran OLED est dans les tuyaux. Du coup, quand est-ce qu'elle va arriver? Mystère. Bon, pour mieux encaisser la pénurie, de toute façon... Et dans quelle quantité? Faible, très probablement. De toute façon, Nintendo veut se tourner vers une diversification aussi de l'usage de ses marques. Hein. Il va d'ailleurs embaucher Chris Meledandri, qui est donc le producteur de Moins Moche et Méchant chez Illumination, pour aider avec les produits dérivés, voilà, de tous ordres. Donc voilà, le premier parc Super Nintendo World à Osaka sera peut-être pas le dernier. Bon, après il y a le Covid, mais ça... à voir. On parle de la PlayStation? Mais oui, bah oui, parce que pour Sony, bah, c'est à peu près pareil, hein. Les PlayStation 5 se vendent comme, je sais pas, comme des plateaux d'écrevisses au mois d'août chez Ikea.
Parce que... l'image. Oh, t'as dû la chercher, celle-ci. c'est dans mon mois d'août, c'est la fête des écrevisses chez Ikea, et en Suède aussi d'ailleurs. C'est pas mal la fête des écrevisses, je sais pas si vous avez essayé. Enfin bon. Bref. Mais c'est quoi le principe? On mange les écrevisses. Globalement. Mais c'est pas bon, les écrevisses, c'est des putains de trucs qui vivent dans la vase. Arrêtez de manger ça. Quoi Mais non. Bon, bref. Ça se vend super bien, en tout cas, les écrevisses et les PlayStation 5, puisque 7,8 millions vendus, et Sony va en produire 14,8 millions pour l'an prochain, donc soit plus que la PlayStation 4. Sauf que, Jim Ryan était plutôt rassurant, quant à l'approvisionnement de toutes ces consoles en projet. C'est pas le cas du tout d'Hiroki Totoki, qui dit que la production va pas s'améliorer significativement. Donc Sony cherche d'ailleurs en ce moment même à adapter le design de la PlayStation 5 pour se passer de composants un peu difficiles à trouver, puis chercher aussi plein d'autres fournisseurs. Voilà, J'ai pas compris comment, en changeant de design, tu peux te passer de certains composants. Parce que quand je pense design, évidemment, je comprends bien qu'il n'y a pas que l'esthétique, mais comment est-ce que quand tu changes de design d'une console, tu peux repenser les composants? J'arrive pas à comprendre ça. En fait, c'est que tu peux passer d'une puce à une autre puce, quoi. C'est tout simplement. Tu penses tu veux une PlayStation, enfin, une carte mère de PlayStation 5, tu as une foule de puces, une foule de trucs, ou même quand tu penses au lecteur Blu-ray, le lecteur Blu-ray il a une certaine marque, tu vois, il vient d'un certain fournisseur. Si tu changes de fournisseur, voilà, tu peux t'en sortir, ou si tu changes une puce, tu peux t'en sortir. Après, par contre, si tu changes une puce qu'elle est pas exactement la même, il faut refaire le design, tu vois, pour adapter le truc. C'est peut-être ça qu'ils sont en train d'essayer de voir. Est-ce qu'on peut trouver des puces analogues à ce qu'on a, mais qui sont un peu différentes, qui demanderaient un petit redesign, pas fondamental non plus, faut pas exagérer. Ok. Donc voilà, donc Sony évoque quand même des difficultés qui vont perdurer toute l'année fiscale. Ça sous-entend que ça va être la merde jusqu'à fin mars 2022 quand même, donc pas terrible. Et une dernière question sur les cartes graphiques, où est-ce qu'on en est, Guillaume? C'est en particulier, c'est le Super Resolution de AMD, tu vois, c'est la réponse d'AMD au DLSS d'NVIDIA. Donc ce DLSS qui permet de doubler la fluidité du jeu sans presque aucune perte de qualité. Donc je parle du Fidelity FX Super Resolution d'AMD qui arrive en juin sur les cartes Radeon et sur les cartes GeForce aussi, en fait. Tiens. Et oui, parce qu'on sait, le DLSS s'appuie sur un upscaler neural, c'est-à-dire un algorithme qui repose sur du deep learning, donc un algo qui a appris à augmenter la résolution des images par l'exemple. Donc c'est un algo qui est accéléré sur les RTX par les Tensor Core, ce qui le rend exclusif à Nvidia. Et les cartes Radeon, pour puissantes qu'elles soient, elles en possèdent pas, donc les ingénieurs d'AMD, ils ont dû faire 100. Et c'est pas facile, parce que justement, les Tensor Core sont spéciaux pour accélérer les réseaux de neurones. Donc utiliser la même méthode sur du hardware non optimisé, c'était très risqué, parce qu'il faut pas oublier que le temps passé à faire de l'upscaling, il est pas passé à calculer le jeu lui-même. Du coup, chez AMD, on a développé un algo standard, vieille école, qui fait de l'upscaling avec un impact minimal sur les performances. Et ça a des avantages significatifs quand même, parce que c'est plus simple à mettre en œuvre, les devs ont rien à faire, c'est probablement de l'OpenCL, et donc ça passe sur absolument tout, et même sur GeForce. Et l'intérêt, c'est quand même cool, parce qu'ils pensaient à tous ceux qui n'ont pas de RTX, même des GeForce qui sont pas RTX comme moi-même, qui est une bonne vieille 1060. Je vais pouvoir profiter du super résolution d'AMD, alors que le DLSS se met hors de portée. Et ça, c'est cool. Enfin, ce sera cool si la qualité est au rendez-vous en vrai, parce que les algos d'upscaling, et bien sûr, elles existaient avant le DLSS. Tous ceux qui ont eu des câbles Marseille savent bien qu'on pouvait avoir des résultats qui étaient pas mauvais du tout, il y a déjà plus de 5 ans. Bon, cela dit, il faut reconnaître que le DLSS est d'une qualité supérieure à tout ce qui se faisait avant. Donc la solution d'AMD sera probablement entre les deux, voilà, donc j'ai hâte de voir où se situe, entre Marseille et Nvidia, en gros, voilà, j'aimerais bien savoir où se situe AMD, si c'est plus qu'on est Avignon, tu vois, voire Aix, ou plutôt Lyon, Grenoble, on verra. Bon, voilà, donc vivement les tests, je sais pas. Je vois où vont tes amours, Guillaume. Merci en tout cas beaucoup pour cette revue d'actualité tech, Guillaume, que tu nous as préparé pour cet épisode. Il est temps de conclure quand même cette émission en rappelant de manière assez incontournable aux personnes qui nous écoutent que le meilleur moyen de nous soutenir, si jamais vous avez apprécié cet épisode au travers de son contenu, au travers du petit moment qu'on a passé ensemble, pour nous soutenir, c'est patreon.com/techcafé. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous aurez toutes les infos derrière cette page, et puis évidemment on sera ravis de vous accueillir dans cette communauté, et on est aussi ravis d'interagir avec vous à titre individuel. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume? Mais probablement dans Paraculte, dans un épisode qui va bientôt être dans une boîte, très bientôt, n'est-ce pas? Oui, on l'enregistre juste après Tel Café.
Moi, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Je vous invite aussi à venir discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café. Le lien figure dans les notes de l'émission. Je crois que de toute façon, tous les podcasts, tous les trucs comme ça, ils ont tous leur Discord maintenant. Donc, après tout, venez aussi dans celui de Tech Café. On y est bien. Et puis, les abonnés sur Patreon peuvent accéder, notamment grâce au serveur Discord, aux notes des épisodes avant leur enregistrement. Donc, si vous voulez des petites exclus sur ce qu'on va potentiellement aborder, ça peut être intéressant. Abonnez-vous donc aussi à Paracult pour écouter l'épisode là qu'on va enregistrer juste après cet épisode de Tech Café. On va parler de choses rigolotes, mais pour les adultes. Donc pas forcément coquines d'ailleurs. Donc allez vous abonner à Paracult pour ne pas manquer la sortie de cet épisode. Et puis je vous invite aussi à aller écouter le dernier épisode de Real Life qui vient de sortir avec Mike du podcast Niptech. On a parlé de Tony Robbins. Je sais pas si tu connais, Guillaume. Non, moi je connais que Tim Robbins. Ah, c'est déjà pas mal. C'est pas son frère, mais c'est quelqu'un qui organise des séminaires de développement personnel. Et Mike a assisté à Unleash the Power Within. Donc c'est libère le pouvoir qui est en toi. On dirait un slogan de carte graphique. Et il nous en parle de manière très concrète dans l'épisode. Donc allez écouter. Je trouve ça aussi inspirant. Et puis pour ceux qui seraient vraiment très intéressés par le sujet, en plus il y a un événement en ligne qui aura lieu en juin en Europe. Donc peut-être allez écouter l'épisode. Ça peut vous donner envie de vous y intéresser de plus près. Tous ces podcasts sont en tout cas garantis 100% plaisir et c'est dispo dès maintenant dans votre app de podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.